Bonjour chers spectateurs. Toute technologie motocycliste est créée dans le but d'être vendue à un client potentiel. La popularité d'un modèle dépend de la justesse avec laquelle la direction de la société de moto anticipe les préférences des acheteurs. Et il faut aussi un peu de chance. Ce tricycle tout-terrain est apparu grâce au simple désir de la société Honda de gagner un peu plus d'argent. La popularité de cette gamme a tellement augmenté que, quelques années après le premier modèle chez les concessionnaires, ce tricycle est devenu une légende et un exemple à suivre. Et en plus, ce véhicule est l'ancêtre des quads, précisément sous la forme à laquelle l'homme moderne est habitué. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'apparition, de l'ascension et de la chute du Honda All-Terrain Cycle. Bienvenue sur Crossmota, bon visionnage. Retournons à la seconde moitié des années 60. À ce moment-là, la société Honda était déjà solidement établie. Une gamme assez large de modèles est produite. L'entreprise réussit en course et conquiert de nouveaux marchés, dont le lucratif marché américain. À la tête de tout cela, le vrai rocker de la moto, Soichiro Honda. À la fin des années 60, les motos Honda étaient recherchées, appréciées et désirées, aussi bien par les motards amateurs que par les coureurs professionnels. Tous partageaient un problème, la fin de la saison. Dès l'arrivée du froid et des premiers de flocons, les propriétaires rangeaient leurs deux roues au garage, car il devenait inconfortable et dangereux de circuler. Les managers de Honda constataient bon gambe que, malgré l'excellence de leurs motos, elles se vendaient moins bien en hiver. Honda ne serait pas Honda si elle n'avait pas su sortir de cette situation. En 1967, l'ingénieur expérimenté Osamu Tokushi et son équipe de concepteurs ont reçu pour mission de développer une moto capable de rouler en toute saison et sur n'importe quelle route, même là où il n'y en avait jamais eu. La tâche, très ambitieuse, répondait d'abord aux demandes des concessionnaires américains. Tokuchi a étudié de nombreuses options. Plusieurs configurations à 2, 3, 4, 5 ou 6 roues ont été envisagées, mais le choix s'est fixé sur celle à 3 roues. Cette configuration permettait d'affronter divers terrains difficiles, tout en restant légère et maniable. Durant la conception, un problème de caoutchouc est survenu. Il fallait des pneus assurant une bonne adhérence sur neige, sable et boue. Les pneus de moto n'étaient pas adaptés. Le processus de création de la nouvelle machine s'est accéléré lorsque la filiale américaine de Honda a envoyé à Tokuchi une invention américaine appelée Amphicat, qui se déplaçait sur 6 pneus basse pression de 20 pouces et possédait une grande capacité de franchissement. De plus, grâce à leur immense surface de contact, ces pneus exerçaient un impact minimal sur la surface du sol. Le moteur choisi est un monocylindre 4 temps issu de la Honda ST70. Cependant, il s'est avéré un peu faible, et sa cylindrée a été portée à 89 cm3, ce qui a permis d'obtenir 7 chors de puissance. Ce petit moteur, avec une boîte semi-automatique à 4 vitesses et TAC et de gamme, permettait à la nouveauté de s'aventurer hors des sentiers battus et d'atteindre 50 km/h. Après 18 mois de développement, le premier tricycle portant l'indice US 90 était prêt et il a été présenté au public américain en 1969. Pour cela, le premier lot de 130 exemplaires du US 90 a été assemblé à la main pour une présentation d'une semaine à Pismo Beach, en Californie. La majorité des sources attribuent l'invention du quadricycle à 3 roues à Honda. Il ne faut pas sous-estimer la contribution du Honda All-Terrain Cycle au développement des véhicules tout-terrain. Cependant, Honda n'a pas été le premier. Une machine moins connue, le 3/4, est apparu 2 ans avant le US 90. Ce tricycle est apparu grâce aux efforts de John Plessinger. En 1967, étudiant à l'université, il créa sa machine pour son mémoire de fin d'études. Après ses études, John a loué les brevets et droits de son invention à New Holland, reconnu pour ses machines agricoles. La production du 3/4 débute en 1968 et la gamme compte rapidement 5 modèles.
En effet, Uchi s'est inspiré de la contrefaçon de John Plessinger lors de la création de l'US 90. Ou bien les ingénieurs de Honda sont arrivés eux-mêmes à la configuration à 3 roues pour le tout-terrain, on ne le sait pas. Ce qui est certain, c'était que les spécialistes du marketing et de la publicité de Honda ont de nouveau dû faire preuve de toute leur ingéniosité pour que leurs produits soient connus de tous et occupent la part du lion sur le nouveau marché des véhicules tout-terrain. Une publicité efficace fut la présence du US 90 dans le film James Bond. Les diamants sont éternels, 1971, avec Sean Connery. Sur le marché américain, le US 90 coûtait 595 $. En 1970, la désignation US 90 a été utilisée jusqu'en 1973, lorsque Honda a réussi à enregistrer la marque All Terrain Cycle. C'est alors que le modèle a été nommé All Terrain Cycle 90. Dès lors, le préfixe All Terrain Cycle s'appliqua à tous les véhicules à 3 roues. La Honda US 90 a été conçue sans suspension, ce qui était courant sur les all-terrain cycles. Dans les années 70, l'amortissement reposait sur des pneus basse pression sans jantes. Malgré un certain nombre d'avantages évidents, ces pneus présentaient aussi des inconvénients. Ils se sont révélés assez fragiles, surtout lors des déplacements sur des irrégularités où le pneu se déformait souvent. Mais le principal inconvénient restait le coût des nouveaux pneus. Les Japonais ont dû revoir quelque peu leur concept afin que leur création ne gagne pas la réputation d'une technologie problématique et ratée. En 1974, des roues de conception plus traditionnelles ont été développées, et cette nouvelle caractéristique est restée sur les véhicules tout-terrain jusqu'à aujourd'hui. En peu de temps, cette technologie est devenue très populaire. En Californie, l'US 90 servait souvent à circuler sur les plages, les dunes et autres terrains difficiles. Et puis, le Honda All Terrain Cycle a presque enterré la catégorie des véhicules tout-terrain à 6 roues, qui était fort populaire aux États-Unis dans les années 60 et dont les roues de l'US 90 ont en fait été copiées. Le prix de ces véhicules à 6 roues les commençait à 1500 $. La popularité de Honda était méritée. Pour 600 $, le consommateur obtenait une machine amusante, pratiquement tout-terrain, et la somme dépensée pour un Américain moyen était insignifiante comparée aux émotions et à l'adrénaline ressentie. C'est l'heure de la balade. Une partie des utilisateurs a commencé à utiliser la Honda All Terrain Cycle à des fins utilitaires. C'était un des fermiers, gardes forestiers, chasseurs, etc. Et par la suite, la société japonaise élargira la gamme des All Terrain Cycle. En plus des modèles pour les loisirs actifs, il y aura des versions utilitaires et même des machines sportives puissantes. Dès les débuts de la US 90, les ventes atteignaient environ 10 000 unités par an. Ces tricycles ont eu du succès en milieu rural et, avec leur popularité croissante, de nouveaux modèles sont apparus. En 1973, le modèle All Terrain Cycle, 70 plus léger et petit, était conçu pour les enfants. Le All Terrain Cycle 70 était équipé d'une protection pour les jambes, le système de freinage était simplifié au maximum et il était également doté d'un pare-étincelle approuvé par le service forestier des États-Unis afin que les enfants ne provoquent pas accidentellement un incendie. En 1979, le moteur à cylindre horizontal passe à 105 cm3 donnant naissance à l'All Terrain Cycle 110. En 1980, la moto à 3 roues All Terrain Cycle 185 apparaît avec un moteur de 180 cm3 de 15 chevaux et une boîte 5 rapports. Le modèle 185 pouvait, avec un faible supplément, être converti en utilitaire grâce au porte-bagages Honda Line avant et arrière et à un attelage pour remorque. Honda investissait activement dans la gamme All Terrain Cycle, conscient de la concurrence. Les véhicules disposent de suspensions souples, de freins à disque, de boîtes à 5 ou 6 rapports et d'un démarreur électrique. Le premier All Terrain Cycle haute performance dédié à la course est apparu en 81 avant. Les passionnés utilisaient seulement les All Terrain Cycle 110 et 185. All Terrain Cycle 250R doté d'un moteur de temps de 150 cm3 issu de la motocross CR 250 développant 39 chevaux. Et d'une boîte de vitesse à 5 rapports, l'arrivée de ce modèle a marqué l'histoire des courses tout-terrain. Un an plus tard, en 82, Honda lance le All Terrain Cycle 200 Big Red utilitaire, sorti d'usine. C'était un vrai cheval de trait, avec porte-bagages et chaîne. Ce modèle utilisait un démarreur électrique pour lancer le moteur.
En 1983, Honda lance le modèle sportif All-Terrain Cycle 200X, doté d'un moteur 4 temps de la gamme XR. Ce tricycle gagne rapidement la réputation d'être l'un des plus performants et fiables. En 1984, Honda dominait totalement ce secteur, vendant 370 000 véhicules tout-terrain et détenant 69% du marché. Les brevets vite obtenus pour la technologie All-Terrain Cycle ont favorisé Honda. Les autres fabricants ne pouvaient produire de tout-terrain semblable sans verser de droits à Honda. Ce n'est qu'au début des années 80 que Yamaha, Suzuki et Kawasaki sont arrivés sur le marché des véhicules tout-terrain à 3 roues pour obtenir leur part. Elles ont dû être ingénieuses. Par exemple, Yamaha a présenté le modèle miniature TR Zinger de 60 cm3 pour les enfants, tandis que Kawasaki, au contraire. Leur premier modèle était un grand tricycle avec moteur 200 cm3, le plus puissant du marché en 1981. De plus, tout le quatuor japonais développait activement des modèles sportifs de tricycle. En 1984, le modèle Big Red a été amélioré pour mieux répondre à sa vocation. Une marche arrière a été ajoutée et la transmission principale remplacée par un arbre à cardan indestructible. Désormais, l'ancien le Grand Rouge pouvait tracter, selon les données du manuel technique, 320 kg, mais en réalité, ces tricycles transportaient des charges bien plus lourdes. En 1984, le premier quadricycle à 4 roues, le Honda TRX 200 est lancé. En 1985, l'All-Terrain Cycle 110 a été remplacé par l'All-Terrain Cycle 125 en months. Un an plus tard, il a été largement modifié pour se rapprocher de la gamme All-Terrain Cycle 200. En 1985, deux autres modèles de course sont apparus, le All-Terrain Cycle 250 SX et le All-Terrain Cycle 350X. Les tricycles de course pouvaient atteindre une vitesse de 130 km/h, ce qui est tout simplement fou pour ce type de machine. En 1987, Honda avait vendu des millions de trikes. C'était un succès incroyable, mais des nuages commençaient à s'accumuler à l'horizon. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Vous savez, comme on dit souvent, avant c'était plus simple. Pour les scooters et cyclomoteurs jusqu'à 50 cm3, aucun permis ni casque n'était requis. C'était pareil, ou presque, aux États-Unis dans les années 60 et 70, là-bas non plus, on ne se préoccupait pas vraiment de mettre sa ceinture en voiture ou de porter un casque à moto. Avec le temps, les exigences de sécurité ont augmenté. Certains modèles All-Terrain Cycle, notamment l'All-Terrain Cycle 70, étaient conçus pour les enfants. Pour un enfant, il faut des mesures de sécurité supplémentaires. En particulier, la machine elle-même doit être stable afin qu'il soit plus facile pour le jeune conducteur de la contrôler. Et c'est ce que disaient les brochures publicitaires, mais en réalité, c'était un peu différent. Les véhicules tout-terrain à 3 roues, ça n'est pas stable sur les terrains accidentés et demandait une certaine maîtrise. Alors que les adultes expérimentés maîtrisaient ces engins, de nombreux jeunes et enfants sans compétences se blessaient parfois mortellement sur ces 3 roues. Dans les années 80, environ 1000 personnes sont mortes et 300 000 ont été blessées sur ces véhicules tout-terrain à 3 roues. Comme disent les anciens chez nous, combien de garçons la Planeta Sport a-t-elle détruit ? Aux États-Unis, il s'agit sans doute de la Honda All-Terrain Cycle. Au milieu des années 80, plus de 1000 procès prenaient la poussière dans les tribunaux, affirmant que les fabricants de motos vendaient en prodé des tricycles dangereux et imprévisibles. Dès 1984, la Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation a commencé à étudier cette question. Et vers 1987 1988 le ministère de la Justice travaillait déjà activement sur cette question avec 5 fabricants de ce type de véhicules, les 4 japonais et Polaris. Finalement, les parties ont décidé d'interdire les véhicules tout-terrain à 3 roues au profit de modèles à 4 roues plus stables. De plus, les fabricants de ces véhicules ont reconnu qu'une part de la responsabilité leur incombait également, et pas seulement aux conducteurs. Depuis 1988, il est obligatoire de mettre sur les quads des autocollants avertissant du danger et de la nécessité d'une formation à la conduite. Un an plus tôt, comprenant qu'ils allaient tant perdre leur principal marché, Honda avait arrêté la production des modèles All-Terrain Cycle. Malgré cette fin, les tricycles à grandes roues resteront dans l'histoire japonaise comme l'une de ses créations les plus marquantes et réussies. Après 1987, de nombreux tout-terrains à 3 roues restaient aux États-Unis, utilisés par adultes et enfants qui continuaient à s'amuser et se blesser. Les quads à 4 roues ont vite pris la place, mais restaient peu stables en tout terrain.
Ils étaient un peu meilleurs que les 3 roues d'Anton Fanti, mais les accidents étaient bien toujours fréquents. Dans les années 90, une centaine d'enfants mouraient chaque année sur des quads. Et comme vous pouvez le voir, en réalité le problème ne résidait pas et ne réside pas dans la machine elle-même, mais dans l'attitude des gens envers celle-ci. Comment cela se passe-t-il généralement ? Les parents achètent un jouet à leur enfant, qu'il s'agisse d'un Honda All-Terrain Cycle, d'un quad, d'une pit bike ou d'une trottinette électrique. Ils sont ravis que l'enfant soit parti, ils ont enfin du temps libre. Peu de gens prêtent réellement attention à l'apprentissage de la conduite sécuritaire et à un bon équipement. Voilà les amis, l'histoire de l'ascension et de la chute du Honda All-Terrain Cycle. Mon récit s'achève ici. J'espère que cet épisode vous a intéressé et instruit. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, commenter et partager l'histoire avec vos amis. Et abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de ne pas manquer les nouveaux épisodes. C'était la chaîne Crossmoto avec vous. À bientôt.